Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio avec, vous allez le voir, des histoires d'entrepreneurs qui déjà vont vous montrer que la relance est à portée de main, mais vous allez voir ça. Et donc nous voilà repartis avec Jacques Aschenbroich, maintenant le PDG de Valeo. Bonjour Jacques Aschenbroich. Bonjour. Alors avant vous, Christelle Edman, la patronne de Schneider Electric en France, m'a raconté ce qui... Alors au début je dis mais c'est un peu derrière nous et tout. Puis elle a mis une telle passion et un tel enthousiasme que je me suis dit que j'allais aussi vous solliciter sur la façon dont Air Liquide, Valeo, Schneider Electric et PSA, c'est les 4 qu'elle m'a cités, se sont mis ensemble pour faire, alors c'est quoi, 60 fois plus de respirateurs en quelques semaines que n'en faisait Air Liquide. Ça a été ça, une mobilisation industrielle de dingue, Jacques. Alors c'est une extraordinaire aventure qui est née par un de mes voisins qui est le patron de la R&D de Air Liquide, qui habite à côté de chez moi. Et il est venu me voir en me disant il faut absolument que vous nous aidiez avec d'autres pour augmenter de façon très importante la production de respirateurs. Alors nous on avait pensé qu'étant l'un des leaders mondiaux des systèmes d'air conditionné dans une voiture, on saurait faire un respirateur. Et on s'était aperçu que c'était beaucoup plus compliqué qu'on avait imaginé. Donc cette occasion a fait le larron finalement. Et avec énormément d'enthousiasme, j'ai évidemment dit oui, et nos équipes se sont mobilisées. Chacun, d'abord le savoir-faire, c'est Air Liquide. Voilà, c'est eux qui avaient le plan d'une certaine manière. Ils avaient le plan, ils en produisaient quelques centaines, je crois, par semaine. Et l'enjeu, c'était d'en produire 10 000 en 5 semaines. Et ça, on sait faire. À la fois, Air Liquide savait faire un respirateur. Nous, on s'est spécialisé dans tout ce qui est la supply chain. C'est notre métier. PSA et Schneider se sont occupés aussi de la production. Donc, ça a été une aventure. Ne me demandez pas si on a gagné ou perdu de l'argent. Je n'en sais rien. C'est pas le sujet. On a mis des équipes à disposition qui se sont enthousiasmées pour ce projet et qui ont permis à ces 4 larrons, finalement, de très vite s'entendre et augmenter cette production. Donc on a ensemble produit 10 000 respirateurs. Alors j'ai demandé s'il fallait qu'on en produise d'autres. La réponse est probablement non. Non, c'est a priori là. Mais c'est un enthousiasme et ça montre très bien que quand il s'agit de se mobiliser, des grandes entreprises sont capables de se mobiliser et de travailler ensemble. Air Liquide n'est pas un grand partenaire de Valeo. On les connaît, mais sans plus. PSA, évidemment, c'est un de nos grands clients. Schneider, on travaille très très peu avec eux. Mais ces 4 entreprises, et finalement, avaient un sang commun, une envie commune, c'est de rendre service. Et on a rendu service, et ça s'est remarquablement passé. Et quand même, mais ça y est, je crois que tout le monde est convaincu, un savoir-faire industriel. C'est-à-dire, si la désertification industrielle avait été encore plus intense qu'elle ne l'est, on aurait pu avoir les meilleures volontés du monde, on n'y serait pas arrivé, Jacques Aschenbroich. Et surtout, un des partenaires, Air Liquide, c'est son métier, il savait faire et il en produisait. Ouais. Si on n'avait pas eu cette connaissance d'Air Liquide... Non, pas du tout. Nous, on a essayé, et c'est tellement loin de nos bases, on ne connaît rien au monde médical. C'est tellement loin de nos bases, on n'était pas capable de le faire tout seul. Donc ça a été pour nous une incroyable opportunité que de travailler avec ces 3 partenaires. Alors, c'est ce que je disais à Christelle Edman tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose que vous aussi vous maîtrisez, c'est-à-dire, au bout, il y a la vie humaine. Au bout, il y a des gens qui respirent ou qui ne respirent pas. Mais ça nous permet de rentrer dans le métier de Valeo. Quand on construit une voiture, c'est aussi où les éléments qui vont, notamment les éléments de sécurité critiques qui vont arriver sur une voiture, c'est aussi quelque chose qu'on a en tête quand même, sur l'excellence opérationnelle. Alors c'est l'excellence opérationnelle, ça c'est notre savoir-faire. Et on sait produire vite et bien. Je cite toujours 2 chiffres. On produit 8 millions, avant la crise, mais peut-être assez vite on reproduira ce niveau-là, 8 millions de pièces par jour. On a 2 milliards de composants qui rentrent dans nos usines tous les jours. Et ça, c'est notre métier. C'est gérer la complexité d'une supply chain. On a une supply chain qui est mondiale. On a quelques milliers de fournisseurs. Et notre métier, c'est d'être capable de produire en grande quantité des produits extraordinairement fiables et si possible sans problème de qualité. C'est ça notre métier. Alors il se trouve qu'on se spécialise dans le domaine de l'automobile. C'est le seul métier qu'on connaît. Mais notre savoir-faire, c'est vraiment d'être capable de produire des éléments complexes en très grande quantité. Tous les jours, 2 milliards de composants rentrent dans vos usines dans le monde entier. Et tous les jours, ces 2 milliards de composants sont transformés en 8 millions
d'autres composants qui vont aller sur les automobiles. Absolument, c'est ça les ordres de grandeur. Mais qui est incroyable. Une chaîne logistique extraordinairement complexe. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est toutes nos usines se sont arrêtées. En fait, 154 de nos 190 usines se sont arrêtées en mars, avril et mai. Et tout le monde était très inquiet. Est-ce que l'industrie automobile sera capable de redémarrer une chaîne logistique aussi complexe? Et la réponse était oui. On n'a eu aucun problème. Alors je dis aucun problème entre guillemets, je vais revenir dans un instant, aucun problème pour redémarrer l'ensemble de cette chaîne logistique extraordinairement complexe. Mais il y a des centaines de personnes chez nous, chez nos concurrents, chez nos clients, qui font en sorte que cette chaîne logistique fonctionne. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas par des ordinateurs, ça ne se fait pas par des algorithmes, ça se fait évidemment par tout ça, parce qu'il y a des flux logistiques, des flux d'informations qui sont extraordinairement complexes, mais il y a des hommes et des femmes dans nos usines, dans nos organisations, qui prennent leur téléphone tous les jours et qui font en sorte que cette chaîne logistique extraordinairement complexe fonctionne. Ça se fait par le paiement des factures aussi, Jacques Aschenbroich. Ça se fait par le soutien, mais alors c'est une question que je voulais... Le soutien à tel petit fournisseur très très important à qui il va falloir injecter de l'argent en urgence, peu importe les normes de sécurité qu'on va faire voler en éclats, parce que... C'est une énorme différence entre cette crise qu'on est en train de vivre tous ensemble et celle qu'on avait vécue en 2008-2009. Les pouvoirs publics ont réagi dans tous les pays extraordinairement rapidement. Dans notre pays, la réactivité des pouvoirs publics pour injecter ce qu'on appelait les prêts garantis par l'État, donc l'ensemble des pouvoirs publics et des systèmes bancaires, a incroyablement bien fonctionné. On suit, parmi les milliers de fournisseurs que nous avons, ceux qui peuvent porter un risque parce qu'ils n'auraient pas les moyens financiers de poursuivre, parce qu'ils auraient des problèmes logistiques. Le nombre est resté extraordinairement stable ces dernières années. Et il reste extraordinairement stable dans la première crise que nous avons vécue, celle d'avril et mai, et celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème aujourd'hui de liquidité, de financement dans l'ensemble de notre réseau. Il y a quelques cas, mais il n'y a pas un phénomène global comme on avait vécu en 2009. Je suis arrivé chez Valeo en mars 2009. Il a fallu en quelques semaines qu'on injecte plus de 100 millions pour aider nos fournisseurs extrêmement fragiles. Est-ce qu'il y a une réflexion? Il se trouve que je discute avec effectivement certains, notamment l'ensemble des services achats de l'industrie automobile, qui disent 2008-2009, en fait, on était arrivé à un moment où, à force de pression sur les prix sur nos fournisseurs, on les avait fragilisés. Ça nous a coûté sans doute 2 ou 3 fois plus que de reconstituer finalement l'ensemble de cette chaîne de sous-traitance. Est-ce que c'est aussi cette leçon-là qui était intégrée qui a permis de limiter les dégâts sur cette deuxième vague? Il ne faut pas être naïf. On est dans un métier extraordinairement difficile. Extraordinairement compétitif. Extraordinairement compétitif. Et il y a une espèce de schizophrénie. Vous, en tant que client, ne raisonnez pas pareil qu'en tant que journaliste, j'imagine. Vous allez souvent acheter ce qui est le moins cher, finalement, quel que soit l'endroit où ce soit produit. On est chacun comme ça, chacun d'entre nous. Et d'un autre côté, en tant que citoyen, on se dit il faut soutenir les entreprises françaises, les implantations françaises. Donc on est tout un petit peu schizophrène. Mais il faut, et c'est pour ça que quand on regarde Valeo, que je connais mieux que toutes les autres entreprises, il faut se différencier à la fois par des produits, des produits innovants, donc énormément investir dans la R&D, et de l'autre côté, être en permanence compétitif. Et donc, on est obligé de faire les deux. On a dépensé, rien que pour avoir un chiffre en tête, plus de 10 milliards ces dernières années pour se positionner sur le marché de l'électrique, à la fois l'électrique basse tension et l'électrique haute tension, et pour tout ce qui est la voiture assistée, la voiture autonome ou l'assistance à la conduite, donc les sujets de sécurité. Et donc, c'est par la recherche et le développement, les innovations, qu'on permet de résister par rapport à nos clients. Mais aussi, il faut être compétitif. Et la base française est absolument indispensable. Je ne crois pas à des entreprises qui sont apatrides. Je crois beaucoup à nos racines françaises, à notre socle européen. Mais il faut aussi que nos racines françaises soient compétitives, que notre socle européen soit compétitif, de manière à ce que non seulement on existe au niveau mondial, mais qu'en plus on continue d'investir dans notre base française. Le patriotisme industriel pour le client, c'est un vœu pieux,
C'est ça que vous me dites, Non, Jacques c'est pas Aschenbroich. complètement un vœu pieux, mais on est obligé de trouver le bon Alors, équilibre. on va dire, bouchez-vous les oreilles, je vais citer un de vos clients qui est en ce moment qui marche très très bien. Si PSA fait une voiture extraordinaire, alors je suis ravi parce qu'en plus je peux acheter une voiture française. Mais s'ils sont pas au niveau, non, je vais pas faire le geste. C'est ça Non, bien l'idée. sûr que non. Bien sûr que non. Il faut que les entreprises françaises soient extraordinairement innovantes, soient dans le coût sur les produits qu'elles peuvent offrir et soient compétitives. L'un ne va pas sans l'autre. Si, Non, pour le constructeur que vous citez, ou l'un des deux constructeurs français Qui que font vous tous pouvez les citer, deux des mais voitures aussi nos merveilleuses. clients allemands, d'autres chiffres, nos clients allemands représentent plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Nos clients asiatiques représentent aussi plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Nos clients français ne représentent plus que 15% de notre chiffre d'affaires. Ça va un peu croître quand PSA et Fiat auront fusionné. Mais on s'aperçoit qu'il faut qu'on soit extraordinairement compétitif, donc qu'on soit une entreprise française vis-à-vis de nos clients français. Mais il faut aussi qu'on soit, et on est une entreprise allemande vis-à-vis de nos clients allemands. Il faut qu'on soit perçu comme une entreprise japonaise. C'est 20% de notre chiffre d'affaires, les clients japonais. Il faut qu'on soit perçu comme une entreprise japonaise par nos clients japonais, par une entreprise coréenne en Corée, chinoise en Chine, américaine aux Oui, États-Unis. mais ça, c'est pas contradictoire avec ce que vous nous avez dit il y a 2 minutes. Je crois profondément à une entreprise qui a des racines. Mais nos racines sont françaises. Nos racines sont françaises. On exporte 85% de notre production française à nos clients allemands, à nos clients, même à nos clients français qui sont basés en dehors de France. Et là où je disais qu'il faut absolument que nos racines soient protégées, le patriotisme, c'est continuer à investir en France. Ces dernières années, même si la France n'est pas notre pays le plus rentable, nous avons investi 2 milliards sur ces 10 dernières années dans nos sites français. Nous avons décidé de localiser en France un certain nombre de très grandes innovations, comme l'hybride, le fameux 48 volts. Le président de la République a eu la gentillesse de nous appeler l'honneur d'aller dans une de nos il faut m'en usines. donner un peu plus que fameux 48 volts. Non, c'est une hybridation. C'est une hybridation d'un moteur. Système de moteur. Okay. Voilà. Et on a décidé de complètement le localiser en France. C'est d'énormes investissements qu'on fait sur 4 ou 5 usines françaises. Mais alors, dans la décision, justement, du PDG de Valeo, c'est une décision patriotique nationale. Je dis, on fait comme ça parce qu'on est français, ça va nous coûter un peu plus cher, mais taisez-vous. Pas du tout. Ou alors, c'est une décision rationnelle qui est dans l'intérêt des actionnaires de Valeo. Allez, je suis au bout de la question. Elle est évidemment rationnelle et irrationnelle. Elle est rationnelle parce qu'on a des savoir-faire, et en particulier dans ces usines, qui sont parmi les meilleures usines au monde que nous avons. Donc elle est rationnelle. Elle est un peu irrationnelle parce que c'est la bicyclette qui avance. Vous le savez, on a négocié avec nos syndicats un accord de performance Absolument. qui permet d'améliorer la compétitivité. Et c'est un accord qui est extrêmement important, à la fois pour nos collaborateurs. On s'est engagé, malgré la crise qu'il y a, à ne pas licencier pendant 2 ans. On s'est engagé, malgré cette crise, à ne pas fermer de site. Et on s'est engagé aussi à continuer d'investir dans nos sites français. Et avec en face un gel des salaires, c'est ça, hein, avec en face un gel des salaires et une remise en cause d'un certain nombre d'avantages acquis. Ouais. Mais ça montre très bien que cet effort de transparence, cet effort de pédagogie que j'ai fait depuis 10 ans avec nos collaborateurs français, mais aussi avec nos collaborateurs européens, pour qu'on améliore la rentabilité, qu'on localise en Europe une partie extrêmement importante de nos investissements. L'Europe, c'est encore 45% de notre chiffre d'affaires. C'était 70% de notre chiffre d'affaires il y a quelques années. Non pas parce qu'on a réduit l'Europe, mais parce qu'on a augmenté notre présence en Chine, augmenté notre présence en Corée, augmenté notre présence au Japon, augmenté notre présence en Inde, en Amérique du Nord. Et donc, il faut absolument qu'on soit à la fois local et qu'on soit global, qu'on protège et qu'on investisse dans nos racines, et dans le même temps qu'on soit... Jacques Aschenbroich, donc le PDG de Valeo, l'industrie automobile. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Un mot quand même, parce que c'est important. Moi, c'est certainement pas un jugement. Au contraire, moi, je veux expliquer. Il y a quand même la disparition de 2000, alors on va dire, équivalent temps plein, parce que c'est pas des emplois au sens propre. En fait, ce sont des intérimaires que vous preniez et que vous ne prenez plus. C'est ça, Jacques Aschenbroich. Non, ce que je veux dire, c'est que ce travail indépendant aujourd'hui, ce travail intérimaire, c'est la souplesse de l'industrie, et que dans cette période-là, vous en avez peut-être encore davantage besoin que dans une période classique. C'est vrai que ce que j'ai dit à la fin du mois de juillet, quand on a présenté nos résultats du premier semestre, parmi toutes les mesures d'économie que nous avions faites, nous avions réduit nos effectifs de 12 000 personnes dans le monde
pour laquelle il faut quand même se rendre compte. Et 2000 en France, c'est ça, hein. Il faut quand même se rendre compte que le chiffre d'affaires de Valeo au deuxième trimestre a baissé de plus de 50%. Au mois d'avril, on avait pratiquement l'essentiel de nos usines arrêtées dans le monde. Donc la seule soupape, évidemment, c'est de ne pas renouveler. Comment renouveler des intérimaires quand on n'a plus de travail? Mais la question que vous voudriez me poser, c'est sur ces 12 000, combien est-ce que vous avez recruté à nouveau? Plus de 7 000. Donc on a réduit effectivement... Vous voulez dire entre la fin du deuxième trimestre et le moment où on se parle là aujourd'hui? Plus de 7 000 sont revenus. 7 000 de... Absolument. Donc on a été obligé de s'adapter à la crise, comme tout le monde a été obligé de s'adapter à la crise. Dans certains pays, on a eu droit au chômage partiel. Dans d'autres pays, nous n'y avons pas eu droit. La France et l'Allemagne sont ceux qui ont eu le plus d'incitation à garder aux effectifs le personnel. Mais sur les 12 000 personnes qui ont dû quitter malheureusement Valeo pendant cette période où tout était arrêté, 7 000 sont revenus. Est-ce que, je vous amène sur ce terrain-là, hein, Jacques Aschenbroich, et puis vous avez suffisamment d'étoffes et de coffres pour... Est-ce que c'est ça que la France industrie, enfin la France qui regarde l'industrie justement, a le plus de mal à comprendre? Cette nécessaire respiration. Je pense qu'il y a plusieurs choses que, à la fois, les auditeurs qui nous écoutent et peut-être nos politiques ont du mal à comprendre. C'est qu'il faut que les entreprises soient compétitives et il faut que notre pays soit compétitif. Les entreprises doivent être compétitives parce qu'on a les plus beaux produits du monde. S'ils ne sont pas compétitifs par rapport à ceux de nos concurrents, on n'arrivera pas à les vendre. Donc il faut qu'on soit compétitif. Mais il faut que le pays soit compétitif. Vous savez que le coût du travail, non pas par les salaires qu'on verse, mais par l'ensemble des charges sociales. Vous avez entendu parler de ces impôts de production bien sûr. que nous payons. Et pour la première fois, peut-être qu'ils seront baissés. J'espère qu'ils seront baissés. Il faut à la fois que les entreprises soient compétitives, il faut qu'elles soient innovantes, et il faut que le pays soit compétitif, et il faut qu'il assure le service qu'il faut à l'ensemble des entreprises. Vous avez raison de dire j'espère, parce qu'il y a une petite musique qui est en train de monter, que vous avez entendue forcément, c'est cette baisse des impôts de production n'a rien à faire dans le plan de relance. Je pense que le meilleur plan de relance qui existe, c'est l'activité. On l'a vu. Je pense que tous les modèles économiques sont un peu cassés aujourd'hui. Jamais on n'a connu une telle chute du chiffre d'affaires que ce qu'on a vu au mois d'avril. Avril, en dehors de la Chine, on l'avait vécu en février en Chine. Jamais. Mais jamais on a eu un rebond comme celui que nous avons eu au troisième trimestre, qui était extrêmement fort en Chine, extrêmement fort en Amérique du Nord, où dans ces deux zones, non seulement le chiffre d'affaires, mais le marché est redevenu à un niveau supérieur à ce qu'il était l'an dernier, un peu plus poussif en Europe, mais on a eu un rebond. Ce qui est très difficile à voir maintenant, c'est quelle est la nature de ce qui va se passer dans les jours, semaines qui viennent, ou mois qui viennent, avec cette épidémie. Mais la meilleure façon et le meilleur plan de relance, c'est de faire en sorte que l'activité reprenne. Donc, c'est de réussir à éradiquer la Covid-19 le plus vite possible. D'accord, mais quand on vous dit ces 10 milliards là qu'on va alors ne pas prendre, on ne donne rien à personne, hein, on vous les prend pas. Ces 10 milliards, en fait, peut-être que ça va vous permettre d'investir davantage, mais nous n'en aurons les bénéfices que dans 4, 5, 6 ans. Ça n'a rien à faire dans un plan de relance. Ah si, un plan de relance, c'est assurer la compétitivité. Donc ça. Et donc c'est immédiat. Alors c'est immédiat, oui. On prend des commandes tous les jours. Ouais. Simplement pour un ordre de grandeur, notre chiffre d'affaires était avant crise à peu près de l'ordre de 20 milliards d'euros. On prenait de l'ordre de 23-24 milliards d'euros de commandes par an. C'est 2 milliards par mois. Ces 2 milliards, il faut qu'on soit compétitif. Il faut que notre pays soit compétitif. Il faut donc que les offres qu'on fait à nos clients, l'offre produit, mais aussi une offre de coût, de prix, soit compétitive. Donc, si on n'assure pas la compétitivité de notre pays, si on n'assure pas la compétitivité de notre base industrielle en France, on s'étiole petit à petit. Donc, il faut absolument, au-delà de ce que je disais sur la relance de l'activité, qui est quand même la meilleure façon de relancer l'économie, il faut absolument que notre pays redevienne le plus vite possible compétitif. Alors, sur l'automobile, Jacques Aschenbroich, quand même, parce que ce rebond, effectivement dingue, est-ce que ça vous fait penser qu'en fait c'est une parenthèse qui va se refermer et que l'industrie automobile, dans, j'en sais rien, 18 mois, une fois que les stigmates auront été effacés, dans 18 mois, aura retrouvé les volumes, les designs, les réflexions, les investissements de l'industrie automobile d'avant le Covid? Vous allez être très déçus.
Je n'en sais rien. Et je pense que personne ne le sait aujourd'hui. Quand on regarde de façon macroéconomique, on dit, et je pense que c'est probablement assez proche de la réalité, qu'on retrouvera l'activité économique de 2019 en 2022, peut-être la fin de l'année 2022, donc dans 2 ans. Mais il y a un certain nombre de phénomènes. Toutes les enquêtes qu'on fait montrent très clairement qu'il y a un rejet des transports en commun et un amour retrouvé pour la voiture et pour cette protection que représente la voiture. Alors je pense qu'un certain nombre de maires de grandes villes n'aimeront pas du tout ce diagnostic, mais il est réel. Il est réel dans tous les pays du monde. Et donc nous, dans l'industrie, il faut absolument qu'on soit capable d'associer 2 sujets. L'un, c'est de suivre cette volonté des consommateurs d'acheter des voitures. Et il faut dans le même temps qu'on soit capable de rendre la voiture plus respectueuse de l'environnement. Et donc, toute l'orientation qui est faite de réduire les émissions de CO2, de réduire les émissions de particules, de rendre la voiture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, ce sont 2 éléments de facettes de la même médaille. On ne pourra soutenir l'activité automobile dans le long terme que si elle est absolument respectueuse des sujets d'environnement. D'où les dizaines de milliards d'investissements, les centaines de milliards d'investissements que l'ensemble de l'industrie a investis dans les véhicules électriques, qui aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle, on voit que le phénomène de la voiture électrique s'accélère beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé il y a même quelques mois. Oui, mais c'est la même schizophrénie que tout à l'heure, Jacques Aschenbroich. Le citoyen que je suis va dire « Ah oui, une automobile plus respectueuse de l'environnement » et puis va rentrer dans une concession acheter un SUV. Cette schizophrénie, elle est là aussi. Il peut être électrique, le SUV. Je trouve... Hybride, mais électrique, difficile. Je trouve que là aussi, bien sûr, le monde est plein de paradoxes. Ah bah tiens. Et si le monde n'était pas plein de paradoxes, ce ne serait pas intéressant, finalement. Mais il y a le paradoxe que vous indiquez. D'un autre côté, la vente de véhicules électriques en Europe, c'est 6% du marché. Ouais. C'était 2% il y a quelques mois. Ouais. Donc on voit qu'il y a un phénomène, j'allais dire, d'emballement, de sens du terme, d'accélération et d'amour pour le véhicule électrique qui est réel. Dans le même temps, quand on regarde et qu'on fait des analyses de marché, on s'aperçoit qu'il n'y a plus cette espèce de crainte de l'autonomie. Tout le monde et les consommateurs ont compris que l'autonomie d'une voiture électrique était plus faible que l'automobile d'une voiture à essence ou diesel. Et par contre, la préoccupation, c'est OK, j'ai une voiture électrique, mais où est-ce que je la recharge ? Ben oui. Donc, l'investissement dans les bornes de recharge est absolument clé. Il y a un engagement de l'État en France, mais il y a des engagements de l'industrie, du monde du commerce et des États dans tous les pays européens. Et en Chine. La Chine nous a appris depuis longtemps qu'elle est capable d'anticiper les grands investissements publics. Et il faut absolument qu'on quadrille. Mais vous le voyez concrètement, ça, avancer aujourd'hui ? On est d'accord. Pas assez vite. Évidemment, pas assez vite. Mais ce sera ça, le vrai déclencheur du marché. Le déclencheur, ce sera ça. Et il faut absolument que tous les acteurs économiques accélèrent. Alors, ce n'est pas notre métier. Nous, on est un équipementier, un partenaire de l'industrie automobile. Cela étant, on réfléchit aussi à développer des bornes de recharge qui seraient... Mais comment vous vous positionnez, vous, en tant qu'équipementier, sur l'histoire ? Alors, c'est ça la question, il nous reste 5 minutes, hein, mon Dieu, comme ça passe vite. Parce qu'il faut faire des choix d'investissement qui sont considérables aujourd'hui, Jacques Aschenbroich. Est-ce que moi, en tant qu'équipementier, je suis légitime à faire des batteries ? Est-ce que je fais un pari sur l'hydrogène ? J'ai aussi la voiture autonome ? Ou est-ce que je m'arrête ? Ou est-ce que mes concurrents vont s'arrêter ? Mais restons sur ces paris d'énergie. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous ? Alors, on a décidé, il y a assez longtemps, finalement, on peut avoir de la chance. En 2010, on a fait une analyse que nous n'étions pas suffisamment costauds dans le diesel et il y avait une crainte sur le diesel. Donc on a décidé d'arrêter nos investissements dans le diesel et de mettre notre argent dans l'hybride. On était précurseurs. On avait de la chance d'avoir développé ce qui s'est appelé le stop and start avec PSA et qui était la base de notre technologie sur l'hybride. Et on a décidé résolument d'aller sur l'électrique. En 2016, on a fait une co-entreprise avec Siemens et on est devenu l'un des leaders mondiaux, si ce n'est le leader mondial dans tout ce qui est électrique haute tension, à la fois sur le moteur électrique, ce qu'on appelle l'onduleur, c'est en fait le cerveau. Oui, mais ce qui est après la batterie. Attendez, et sur le chargeur. Et on a fait dans le même temps un choix, c'est de ne pas aller dans la batterie. Voilà. Nous ne sommes pas des chimistes,
On a regardé, on n'y connaît rien, donc on n'a aucun avantage compétitif, alors que le reste, on avait la base technologique pour le faire. Donc on a décidé d'aller à la fois sur le basse tension et la haute tension vers les moteurs électriques, les onduleurs, les chargeurs. Et par contre, on est un très grand acteur du thermique. On sait refroidir ou contrôler la température d'une batterie. Mais on ne va pas sur les batteries. Et dans la même direction, on ne va pas sur l'hydrogène. Que l'électron soit produit par une pile à combustible. Donc ça, c'est l'hydrogène, pile à combustible. Ça, c'est l'hydrogène. Ou bien qu'il soit stocké dans une batterie, pour nez produit, c'est la même chose. Donc ça nous est égal. Donc on a fait des choix. Et en ce qui concerne la voiture autonome, en fait, c'est l'assistance à la conduite. On est le numéro 1 mondial sur tous les capteurs et le logiciel qui vont autour des capteurs. Et ça, c'est un marché qui est en très forte croissance, de l'ordre de 15 à 20% par an. Et on reste, et on, évidemment, s'arrange pour garder ce leadership. Mais, alors, c'est une discussion qui vous emmènerait trop loin, mais vraiment, réponse brève. Mais j'entendais beaucoup qu'aujourd'hui, les industriels disaient... Il y a un moment, donc c'est des niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, et au-delà du niveau 3, c'est-à-dire la conduite vraiment autonome, en fait, les investissements sont à ce point, je crois que c'est une phrase de Carlos Tavares, qui dit « Les investissements sont à ce point énormes que le seul qui pourrait se payer une voiture totalement autonome, en fait, assez souvent, il ne tient pas le volant. » Voilà, ça veut dire que c'est un gars qui est un chauffeur, j'aimais bien l'image. J'ai beaucoup d'estime pour Carlos Tavares. Mais vous n'êtes pas d'accord? Mais je ne suis pas d'accord. Ah, bah, très bonne nouvelle. Parce qu'il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de l'assistance à la conduite, et il y a le marché de finalement nos clients qui représentent l'essentiel même de nos chiffres d'affaires aujourd'hui, qui sont les constructeurs automobiles. Mais il y a de nouveaux acteurs comme Waymo, qui est une filiale de Google, absolument. Comme Cruise, qui est une filiale du groupe automobile GM, comme un certain nombre d'acteurs en Chine qui ont décidé de persévérer et qui investissent des centaines de millions, et ce sont nos clients. Alors ce sont des chiffres d'affaires très minimes aujourd'hui, mais le robotaxi existe. Il y a aujourd'hui dans les rues de Phoenix aux États-Unis, il y aura à la fin d'année dans les rues de San Francisco aux États-Unis, des voitures autonomes sans chauffeur, en service. Et donc c'est un marché totalement balbutiant, mais auquel je crois. Il reste 2 minutes, Jacques Aschenbroich. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette crise de dingue? Qu'il faut avoir des lunettes avec 2 focales, l'une sur le très court terme. Il faut absolument être capable de s'adapter, et l'autre continuer de garder le cap. Mais s'adapter, c'est aussi communiquer, énormément communiquer avec nos équipes. On parle beaucoup de télétravail. On avait jusqu'à 80 000 personnes, employées de Valeo, qui ne venaient plus, soit à l'usine, soit dans nos sièges sociaux, soit dans le laboratoire, tous les jours. Il a fallu garder le contact avec l'ensemble de ces personnes. Il a fallu communiquer. J'ai communiqué énormément avec nos cadres, j'ai énormément communiqué avec nos syndicats en France, énormément communiqué avec nos syndicats, ce qu'on appelle le comité européen, de manière à garder le contact et à leur montrer le cap. D'abord, il les rassurer sur la situation financière de Valeo. Aujourd'hui, ça paraît très simple, mais en avril, quand tout est arrêté, il fallait quand même les rassurer qu'on avait de la liquidité, qu'on avait de la trésorerie, qu'on était capable de passer cette crise. Après, il a fallu les rassurer et leur donner un cap. La santé de nos collaborateurs, c'est notre actif principal et notre priorité. Mais ensuite, la continuité de notre business, c'est-à-dire continuer, redémarrer nos usines pour assurer notre futur, était clé. Donc il a fallu entraîner les 110 000 personnes de Valeo pendant cette période un peu critique. Et j'entends beaucoup que vous ne pourrez pas revenir en arrière là-dessus. Que, effectivement, les PDG ont pris la parole en direct pour l'ensemble de leurs équipes, et qu'elles vont demander à ce que ça continue. Il faut alors là, je suis là aussi pas complètement d'accord. Il faut absolument que le management le relaie. Il faut que les patrons de business, il faut que les patrons de pays continuent et reprennent le dialogue avec leurs équipes. Moi, je parle anglais quand je parle à l'ensemble des équipes. Mais quand je parle au syndicat français, je parle français. Quand je parle au syndicat allemand, il se trouve que je parle allemand, donc je leur parle allemand. Mais parler dans la langue de nos collaborateurs est absolument clé. Quand on parle tous dans une langue étrangère, on perd une partie de la communication. Donc je crois beaucoup au relais que représentent à la fois les business et les pays. Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo, était notre invité. Et nous, les amis, on se retrouve demain sur